Donc on se retrouve pour reprendre un peu nos cours sur l'analyse forensique. Ok? Donc là, de faire parler les preuves détruites, les preuves stockées, les preuves archivées. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Toto le hacker qui est en train de détruire les preuves et il y a la police qui est en train d'arriver chez lui et de faire l'amour à sa porte. Et pendant ce temps-là, bah, il est en train de tout détruire. Donc comment on va pouvoir récupérer bah, toutes les preuves hein, pour inculper Toto le hacker? Eh ben, on va voir, on va utiliser la volatilité. Donc, volatilité, ouais, volatility en anglais, c'est un logiciel en fait hein, qui nous permet de faire des vidages mémoire et d'analyser ensuite la mémoire qui a été vidée. Je dis toujours, quand on travaille sur des preuves, on travaille sur des clones, on travaille sur des images. Ok? Donc, on laisse l'ordinateur tourner. S'il est éteint, on l'allume pas avant d'être dans un laboratoire euh, d'expertise médico-légale, comme diraient certains. Et après, on va dumper les disques durs, on va faire des clones, on va travailler sur des VM, on va travailler sur bah, des dumps mémoire. On va vider toute la mémoire qui est active sur l'ordinateur et on va pouvoir ensuite l'analyser en offline. Ok? Donc on va voir un peu comment ça se passe. Le premier truc qu'on va faire, alors encore une fois, hein, c'est pas une salle extrêmement exhaustive. Euh, Est-ce que j'hésite parce qu'il y en a deux, je sais pas laquelle on va faire en premier. On va peut-être faire celle-là d'abord. Ok, on va peut-être faire ça d'abord en fait. Donc, on va se le traduire. Donc comme je vous disais, Volatility, c'est un outil d'analyse de la mémoire libre, euh, développé et maintenu par des laboratoires qui font que ça. Donc c'est considéré comme la référence en matière de criminalistique et ça permet de faire ce qu'on appelle de l'incident response. Ok? Donc, quand il y a une cyberattaque, quand malheureusement une personne inculpée a utilisé bah, des moyens informatiques, on va se servir de volatility pour bah, faire une analyse approfondie, une analyse forensique du matériel qui a été perquisitionné lors d'une enquête, ou éventuellement, eh ben, en tant que Blue Teamer, se servir de ça pour comprendre ce qui s'est passé sur nos machines qui ont été piratées lors d'une cyberattaque. Donc, on va installer Volatilité, c'est le cas de le dire, sur le poste de travail, et on va voir comment on peut récupérer les preuves. Ok, on va se l'installer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un sudo make dir déplacer vers euh, sudo search mode plus x et normalement. Ok, 4
Alors, si je l'exécute comme ça, donc il se lance, il n'y a pas de souci. Alors, euh, donc, l'obtention d'une capture de mémoire à partir de machines peut être effectuée de nombreuses façons. Cependant, la méthode la plus simple variera souvent en fonction qu'avec quoi vous travaillez en le support. Par exemple, les machines actives allumées peuvent avoir leur mémoire capturée avec l'un des outils suivants. Donc, on a FTK, on a Redline, on a DumpLT, on a Win32DD.exe ou son équivalent 64 bits, 64 DD. OK? Alors, ces outils produiront généralement un fichier au format RAW contenant une image de la mémoire système. Le format RAW, donc RAW en anglais, ce qui veut dire brut, est l'un des types de fichiers mémoire les plus courants que vous verrez dans la nature. Donc ça, c'est pour les machines en ligne. Les machines hors ligne, cependant, peuvent voir leur mémoire extraite relativement facilement tant que leurs disques ne sont pas chiffrés. Pour les systèmes Windows, cela peut être fait en extrayant le fichier liberfil.sys. OK? Donc ce fichier Iberfil6, mieux connu sous le nom de fichier d'hibernation Windows, contient une image mémoire compressée du démarrage précédent. Ok, les systèmes Microsoft Windows l'utilisent afin de fournir des temps de démarrage plus rapides. Cependant, nous pouvons utiliser ce fichier dans notre cas pour certaines analyses de mémoire. Alors, chez moi, il est tout le temps désactivé. Jamais j'utilise l'hibernation, ok? Et je vous conseille d'en faire autant. Après, tout dépend de ce que vous faites avec votre ordinateur. Désactiver l'hibernation. Vous avez plein de tutos, ok? Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va supprimer. En plus, moi, j'ai un SSD, donc j'en ai strictement rien à faire. Et vous allez taper powercfg.h, ok? Et il y aura plus ce fichier, ok? Qui prend beaucoup de place en plus. Et comme j'ai un SSD qui fait 256 Go, j'ai pas spécialement envie qu'on vienne lire ce fichier. Eh ben, je le supprime, ok? Et ça supprimera les barfil.6. Je viens de vous donner une technique d'anti-forensique, ok? Maintenant, si la personne ne connaît pas cette technique, il y aura le fichier qui sera présent. Donc c'est là que les choses deviennent excitantes. On va utiliser en fait des machines virtuelles et des captures de mémoire et on va voir qu'on peut rapidement récupérer un paquet d'informations en fait, hein, dans les images mémoire et se servir des différents hyperviseurs pour pouvoir charger nos images. Images de quoi? De machines, ok? Machines virtuelles. Donc, petit rappel, on a l'Hyper-V de Microsoft, on a le Parallels d'Oracle, je crois que c'est VirtualBox, peut-être d'Oracle, je confonds les noms, mais les plus connus c'est VirtualBox, Hyper-V et VMware. Et comment dire, ils ont chacun leur extension, ok? L'extension VMem c'est VMware, le bin c'est plutôt Hyper-V, le mem c'est le parallèle, et le .save c'est plutôt pour du VirtualBox. Et là, il nous dit que c'est un fichier mémoire partielle. Ok, vous aurez besoin de vider la mémoire comme un système bare metal normal pour cet hyperviseur. Alors, qu'est-ce qu'un système bare metal? On va pas rentrer, mais c'est le bare metal, c'est une technique surtout pour les clouds en fait, hein, qui permet de sécuriser par compartimentation un serveur. Mais ce qu'ils entendent là surtout, c'est que euh, comme une machine physique et non pas virtuelle. Ok, donc ces fichiers se trouvent simplement dans le magasin de données de l'hyperviseur correspondant et peuvent être simplement copiés sans arrêter la machine virtuelle associée.
Cela permet aucune perturbation pratiquement et ça préserve l'intégrité médico-légale. Je vous ai dit, on n'arrête jamais une machine. Une machine qui a été piratée, on la coupe du réseau, d'internet, ok? Elle communique plus avec l'extérieur, mais par contre, on va faire dump mémoire et charger l'image disque quand elle tourne. Parce que si vous éteignez la machine, eh ben vous risquez d'effacer des preuves en fait. Et ça craint. Ok. Donc quel est le format de mémoire le plus courant? On l'a vu, c'est le format brut, le RAW. Ok. Et je veux dire, partout, hein. En images, parfois, vous avez des appareils photo qui enregistrent au format RAW, en vidéo aussi, parfois il y a un format RAW, avec la musique aussi, peut être enregistré au format RAW. Donc, ça, voilà, hein, c'est très, très utilisé pour plein de choses. Ensuite, le système de Windows sur lequel nous cherchons à effectuer l'analyse de mémoire a été désactivé par erreur. Quel fichier contient une image non compressée? Eh ben, on voit, c'est quoi? Ça serait notre. Ok. Et si on veut effectuer des analyses de mémoire sur une machine virtuelle VMware, ok. Donc, examen de notre patient. Là, je pense que la machine, en fait, on n'en a pas besoin. Donc, on va récupérer et voilà, grosso modo, hein, c'est une image synthétisée. Ça, c'est la représentation virtuelle des blocs. Ok, vous savez que les blocs en très bas niveau, eh ben, vous avez des blocs dans ces blocs. Vous pouvez faire de l'adressage en 4, 8, 16, 32 kilooctets. Ok, en fonction des blocs. Donc, des fois, on préfère du 8K, parfois on préfère du 32K. Ça dépend ce que vous faites avec vos disques durs. Mais bref, ces blocs sont représentés et voilà, c'est la représentation graphique de, de ce qu'il y a sur vos secteurs. Ok, les secteurs du disque dur. Donc voilà, ça représente par exemple un disque dur et chaque couleur représente une partie, une portion des partitions et des blocs qui sont présents ici et du type de données qu'il peut y avoir. Ok. Donc, on va télécharger les fichiers. Je pense qu'ils seront assez gros. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, ça va, c'est un petit. Donc, des fois, hein, les fichiers mémoire peuvent faire plusieurs gigas, plusieurs centaines de MO, sans problème. Donc, là, on a rassemblé notre image mémoire. On va essayer de creuser, essayer de comprendre ce qu'on peut faire avec. Hein. Donc, pour ceux qui utilisent leur poste de travail pour cette activité, j'ai fourni un lien de téléchargement vers notre exemple de mémoire. C'est ce qu'on va faire. Nous, on va utiliser notre Kali et on va voir comment ça fonctionne. Sinon, bien sûr, on peut utiliser la machine virtuelle, ok, pour euh, Volzer, hein, pour utiliser vos volatility sur notre image. Sur mon bureau, je peux la glisser directement là. Hein. Donc, frère, ouvrir, frère. Je peux aller loin, bien sûr. On va mettre là, ça va bien. Ok, donc, Tridex, il s'appelle. Donc, on va utiliser notre commande. Il est en train de déterminer le profil. Ok. Donc, il nous donne les infos.
Et lui, il nous suggère que c'est un Windows SP2 x86 ou SP3. Donc c'est un XP Service Pack 2, Service Pack 3, plutôt 2, lui, il dirait. Et il est en train de récupérer, donc au niveau de l'AS, ben, les deux différentes couches. On a le kernel AS et on a celui qui est chargé, qui est adressé dans l'image mémoire vmem. Ok, donc c'est du PAE, un processeur, Service Pack 3, non, alors peut-être 3. Ensuite, on a les informations au niveau du KPCR pour le CPU en hexadécimal et on a l'horodatage, ok, de l'image. Quand est-ce qu'elle a été faite? Là, en l'occurrence, on voit que ça a été fait en 2012. Ok, donc ça c'est notre première info. Qu'est-ce qui est pertinent pour nous? Bah c'est ça. Ok, là, il nous le dit. Je te suggère d'utiliser ces profils. Donc, la commande de la commande image, l'exécution de la commande image info, je vais arriver dans votre volatility, nous sortira un certain nombre de profils avec lesquels nous pouvons les tester. Là, on a vu, on en a deux. Bien sûr, naturellement, il n'y en a qu'un seul qui sera correct parce que eh ben, soit c'est du SP2, soit c'est du SP3. Il peut pas avoir un demi ou deux service packs installés. Vous savez que les service packs, c'était à la belle époque les mises à jour majeures. On a commencé avec Windows XP, après SP1, après SP2, après SP3. Et le SP3, c'est le dernier. Après, il n'y a plus eu de mise à jour. Donc, nous pouvons tester ces profils à l'aide de la commande pslist, hein, et on va voir un petit peu bah, les résultats qui sont renvoyés et si éventuellement, eh ben, c'est intéressant pour nous ou pas. Donc, ok, il arrive à dumper, parfait. Donc, c'est bien le profil, lui, il veut le SP2 visiblement. Donc, on voit les processus qui tournent en mémoire, ok. On a leur PID, leur PPID, les threads, les HNDS, je sais plus ce que c'est, je vous enverrai. Le numéro de session, le WO64 qui est utilisé et quand est-ce que ça a démarré. Donc, euh, lui, je crois qu'il kiffe ce profil, je dirais. Et jeter un œil à travers les processus de notre image, quel est l'ID de processus pour le processus SMSSS. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? 368. Ah, je vous conseille de grepper, hein, parce que vous voyez que dans le terminal, en plus en fonction de la taille de vos polices, ça sera plus ou moins lisible. Euh, donc autant faire un petit grep, ça mange pas de pain et vous voyez qu'on n'est pas pollué hein, par la vue. Donc on a bien récupéré notre processus. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc en plus de visualiser en fait les processus actifs, nous pouvons également afficher les connexions réseau actives au moment de la création de l'image. Donc ce qui est extrêmement puissant comme vous vous en doutez. Donc on va utiliser la même chose, sauf que tout à l'heure vous avez vu qu'on a fait quoi? PS list, c'est bien ça. Quand vous faites un PS, vous listez tous les processus actifs en mémoire. Et ben là, c'est pareil, on va faire Netscan. Ok. Donc hop, sauf que là, je prends quoi? Bah PS list, j'en veux plus, je veux quoi? Je veux Netscan. Merde, pas cool. Ok, d'accord. Donc c'est normal. Il ne le prend pas en charge. Donc il est assez courant que les logiciels malveillants tentent de se cacher et dans le processus qui est associé. En effet, on va faire, vous savez, une migration en fait, hein. On va migrer, par exemple, bah, notre shell, notre reverse shell dans un autre processus mémoire pour le camoufler aux yeux des administrateurs. Cela étant dit, on peut visualiser les processus intentionnellement cachés
via la commande psxview. Ok? Alors, on va voir. Ok. Lequel est à false? Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que ça, on voit false, 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 false. Par contre, le dernier là, il a trou partout. Par contre, CCRS, il est sur false. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est un indicateur que c'est pas le vrai CRSS. Sinon, il serait sur trou. Donc, clairement, il y a quoi? Il y a un abus. Il y a un abus, il y a une migration en mémoire. On a l'offset et le hacker a dissimulé son processus, l'a migré en mémoire et en le migrant dans la mémoire de l'ordinateur, le processus s'est transformé en virus.exe. De virus à exe, en le migrant, il est devenu CSRSS. Sauf que c'est pas le vrai. SRSS. En plus de visualiser les processus cachés via PSXView, on peut également vérifier avec une plus grande concentration, enfin plus de détails, avec l'IDR module. Ok? Donc on va voir qu'on a trois colonnes hein, au milieu. On a le inload, init et in-memory. Ok? Donc chargé, initialisé et dans la mémoire. Ok? Si l'un d'eux est faux, ok? C'est que le module a été injecté. Ok? On a fait une injection de processus, ce qu'on appelle la migration mémoire. Ok? Donc il y a eu une migration en mémoire. Et qu'est-ce que bah, le module a été injecté dans le processus d'un autre, ok? Via un offset. Donc sur un système normal, l'instruction grep euh, ne renvoie aucune sortie. Quel processus a les trois colonnes répertoriées comme faux, autre que système. Bah on va voir ça. Donc LDR module, pas IDR, pourquoi Ah oui, c'est moi qui ai de la merde dans les yeux, pardon, excusez-moi, je vous ai dit IDR module maintenant. Donc si on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on a notre dump. Donc le base c'est l'adressage. On a vu le inload, init, inmem. C'est qui a le trou à part système. Ça, c'est le premier. OK? False, 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 false. On voit qu'on a le deuxième, bah, on a CSRS. OK? Et ça tape sur quoi? Sur le pass, le chemin, qui est là-dessus. C'est à nouveau lui. Autant pour moi. Donc, vous voyez bien qu'il y a une usurpation. Pourquoi? Je me focalise sur mes CSRS. Ok, vous savez, si vous avez vu mes vidéos, allez voir Windows pour les nuls. Je vous explique comment analyser une cyberattaque. Ok, et voir les processus malveillants. Je vous ai expliqué déjà tout ce qui est le SMSSS, le CSRSS, etc. On sait qu'on en a plusieurs qui tournent sur un Windows. Vous pouvez aller dans votre gestionnaire de tâches, vous allez voir des CSRSS. Il y en a plein. Ok, on va le faire vite fait. Je vais vous montrer. Et c'est normal. Si je fais ça, ok, ok, j'en ai un, j'en ai deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous remontez, vous allez voir tout de suite. Mais ça devrait. D'où l'intérêt aussi hein, de connaître l'architecture de Windows. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'un seul coup d'œil, ceux-là sont légitimes. Pourquoi? Parce qu'ils s'exécutent tous dans System 32. Ok? On a des appels à quoi? À des DLL. Qu'est-ce qu'une DLL? Ce sont les librairies
dynamiques, ok, qui sont appelées via soit les interfaces de programmation, soit directement par vos programmes, qui utilisent ces librairies dynamiques, les DLL, et on voit que lui, rien à voir. Il est en train d'abuser quoi? Les fontes, et il y a un fichier qui s'appelle font VGA6. Là-dedans, il y a notre virus qui se fait passer pour CSRS. Mais en théorie, il devrait quoi? Bah, il devrait être dans System 32. Déjà, ça, c'est pas net, ok? Vous voyez bien que tout tourne dans System 32, ok? Lui, il est ailleurs, ok? Donc là, à la limite, le service là, ouais, ok, d'accord. Il peut être ailleurs. Mais vous voyez que l'immense majorité est dans System 32, ok? Donc ce qui est un petit peu normal. D'où l'intérêt de bien connaître, en fait, l'architecture, ok? On continue. Donc, les processus ne sont pas le seul domaine qui nous préoccupe, ok, quand on fait une analyse forensique de la machine, en utilisant la commande API hooks. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va ancrer, on va lancer un crochet sur nos interfaces de programmation. On va voir en fait les modifications, les correctifs au niveau des DLL, ok? Et si on voit qu'on a un module hook, eh ben c'est vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que bah, c'est exactement ce qu'utilisent certains types de virus. Ils vont hooker, ok, une partie des interfaces de programmation et détourner les fonctions des interfaces de programmation pour faire des choses malicieuses, ok? Donc on va voir et on verra le hook. Le hook, c'est quoi? C'est tout le code superflu qui a été injecté, qui a été introduit par le malware. Ok? Donc ça prend un peu de temps, hein, comme il nous disait, soyez patient, ne vous énervez pas, faites-vous un petit café, parce que vous allez en avoir besoin du café quand vous faites de l'analyse forensique. Ok. Donc, comme je vous disais, ce sont les meilleurs, ce sont les plus gradés, les plus anciens qui font de l'analyse forensique, que ça soit dans la police, dans la gendarmerie. Pourquoi? Parce que ça demande de solides bases et on prend des personnes qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce que bah, c'est un travail de longue haleine. C'est aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, ok? Et bah, les personnes expérimentées, plus âgées, ont généralement plus de patience qu'un bleu bite, ok? Et elles vont pouvoir mettre en place toute leur dextérité, toute leur expertise pour justement trouver l'aiguille qui va faire la différence, hein. Lorsqu'il y aura des inculpations, il y aura un procès. Justement, il nous faut des preuves pour inculper notre euh, suspect. Donc il faut analyser toutes les traces. Et vous savez que eh ben, les inodes, les métadonnées, les fichiers, c'est des centaines de milliers, voire des centaines de millions, en fonction de l'architecture de la machine et tout ça. Donc c'est un travail qui prend des mois, parfois des années, ok, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc c'est le cas si on doit travailler sur un gros dossier ou sur une cyberattaque d'ampleur, ok, hein. Mais là, s'il y a plusieurs dizaines, voire une centaine de machines qui se sont fait pirater, vous imaginez que bah, c'est extrêmement long. Donc là, on est en train de désassembler. On passe en bas niveau et on a les fameuses instructions dont je vous parlais. On va voir un petit peu bah, les push, les jump, les XOR, ok? Toutes ces opérations en fait hein, qui font fonctionner les processus en bas niveau et pour que l'ordinateur puisse comprendre tout ça en fait, hein.
Donc elles sont codées en hexadécimal, ok? Ensuite, bah lui, l'ordinateur, il comprend l'hexadécimal, mais en bas niveau, on va parler avec ses instructions. Et après, l'hexadécimal est à nouveau converti en quoi? En binaire et exécuté par votre ordinateur. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir quand même. Il est en train de nous dumper là toutes les plages mémoire avec nos offsets et les instructions. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir récupérer pas mal d'informations sur les processus qui tournaient au niveau du processeur, au niveau de la mémoire pagine. Donc je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. On va commencer du haut quand même. Ok. Donc là, on est arrivé sur le haut de notre liste. On va voir ce que nous demande l'exercice. Donc le code injecté peut être un énorme problème en fait, hein, parce que bah, naturellement ça va nous mettre sur la piste qu'il y a eu des actions malicieuses qui ont été faites par quoi? Eh ben par un virus, ok? Donc on peut vérifier cela avec la commande malfind, ok? Et comment dire? Et en utilisant donc la commande complète malfind plus le répertoire de destination. On peut seulement trouver ce code, mais aussi vider le répertoire spécifié. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire et ça nous permettra d'utiliser ce vidage mémoire hein, pour une analyse plus approfondie. Ok? Vous voyez, on fait notre analyse de façon séquentielle. Encore une fois, on va aller d'étape en étape pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok? Et trouver des IOC, hein, ce qu'on appelle des indicateurs de compromission en cybersécurité, et des artefacts. Tous ces artefacts, ce sont eh ben, des petites choses, ok, qui devraient pas être là, qui devraient pas être là en principe. Donc là, il nous dit qu'il y a une injection qui s'est faite, ok, dans Explorer.exe. Bah ça, vous le connaissez, Explorer.exe, vous le fermez, il n'y a plus de Windows, ok, vous avez votre bureau disparaît. Donc ça a été injecté, il avait l'ID 1484. Le module, visiblement, il y a une injection qui a été faite, ok, un hook dans ntdll.dll qui est bah, une des DLL super importante dans Windows. Et bah, on a remplacé, on a ajouté des fonctions, ok, euh, dans ce niveau-là de l'offset. Et là, on a notre hook, on a la plage mémoire, ok, en hexadécimal, où le grappin a été inséré. Ce grappin qui va permettre de quoi? Eh ben, d'ajouter des instructions petit à petit, ok, dans le processus. Et on voit que on a toujours hook user mode, là, en user mode, inline, trampoline, explorer, et on voit toutes les modifications qui ont été faites. Hein. Donc là, on a toute la série, et on voit que c'est du user mode inline trampoline explorer.exe et on voit que bah, il n'y a pas qu'une DLL qui a été compromise, il y a un paquet de DLL qui ont été compromises. Donc elles sont pourries maintenant, hein, elles ont été injectées, donc bah, malheureusement là le système d'exploitation est verrouillé. Ok. Et il faut non seulement comment dire désinfecter la machine, mais aussi réécrire les DLL, ok? Parce que les DLL ont été tempérées, elles ont été modifiées. Et donc c'est ça qui permet la migration du processus en mémoire. Et c'est comme ça que lui, il a essayé, il a tenté d'être furtif. Donc, on va se faire le dump full avec notre commande malfind, ok? Et on va lui dire, bah écoute, tu fais exactement pareil, mais là, cette fois-ci, tu me fais un malfind, et ah bah, dans le répertoire commun, tu vas me dumper.
Ok, j'ai pas les droits, donc là, il va falloir que je fasse un sudo, j'ai pas le choix. Ok. Donc, il a poussé tout. 33. Log production chiche, c'est bien le processus CRSS qui est impacté. Et on retrouve l'adressage mémoire. Et là, on voit qu'il a contourné une protection, hein. Il a exécuté, il a réussi à faire sa migration. Pourquoi? Bah, en exécutant des opérations de lecture d'écriture sur un processus sur de la mémoire qui est paginée. Vous savez que la mémoire paginée, elle est protégée. Là, il a réussi à écrire dans la mémoire protégée, donc c'est ce qui lui a permis de faire sa migration via un processus malveillant et via un crochet, un hook. Ok? C'est ce qu'on appelle de l'injection, de l'ancrage. Donc, c'est quoi la question qui veulent? Combien il y a de processus qui ont été dump, c'est ça? Voilà. Si on repart de tout en haut, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ok. Alors, on peut voir toutes les DLL qui ont été chargées en mémoire, hein. Ces DLL sont, comme je vous le disais, des bibliothèques dynamiques, systèmes partagés, utilisant les processus système. Ceux-ci sont généralement soumis à des détournements et à d'autres attaques pour faire du pivotement latéral. Donc, hein, ce qui fait qu'une cible clé, c'est une cible clé. Elles sont une cible clé pour la criminalistique. Ok, on fait une analyse forensique. Donc là, on va lister toutes les DLL en mémoire avec la commande DLL list, comme son nom l'indique. Ok, ok, donc là, on va lui demander d'écrire, donc on va faire un vol. Je garde ça. On a vu. Qu'est-ce que je veux? Maintenant, il faut lui préciser le dump. Donc, je vais lui dire, écoute, voilà le PID, et moi, je veux du 368, et tu vas me faire, j'ai oublié, pardon, un DLL. Ok. On a fait un DLL list. Là, maintenant, on fait un DLL dump pour les dumper. Et je vais lui dire, écoute, là, tu ne le mets pas point, pas dans le répertoire courant, parce qu'on a déjà nos fichiers DMP, c'est le bordel. C'est pour ça que je lui dis, bah écoute, là, maintenant, tu vas dans DLL, comme vous en doutez. Ok. Donc là, il nous a dumpé, on est bon, et on voit qu'il y en a deux. Ok. Les a nos deux DLL concernés. Il faut remonter, quand on a fait notre dump list, vous voyez, hein, d'abord le dump list. Oh, c'est bon. Voilà. Ok. On a fait quoi la commande? DLL list, pardon. Pour lister les DLL. Et on a vu que c'était le CSRS qui pose problème. Et là, il a un PID de 584 en fait, hein, initialement. Alors que moi, comme on l'a vu au tout début, c'était 368. Mais le 368, en fait, c'est le PID du CMSS. Ok. Et comme il est injecté, eh ben, bien sûr, c'est en creusant qu'on trouve le véritable PID, ok? Puisqu'il a été migré en mémoire et qu'il a abusé, il a profité d'un autre processus via le hook, ok? Donc ça, c'est le bon. Et là, avant, il m'extrayait deux DLL. Là, on voit qu'on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11 et 12. Ok? Ok.
Donc maintenant que nous avons effectué quelques analyses de base, allons plus loin et voyons ce que la communauté dans son ensemble a à dire sur les éléments que nous avons découverts. Ok? On va uploader et on va voir, grosso modo, si ça détecte bien, eh ben, un malware. Ok? Si je lui charge carrément la mémoire, ça dit quoi? Donc il est en train de calculer H. Oh, attends, magnifique. Donc il est incapable de lire, vous voyez, le dump mémoire. Pourtant, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc il faut on va lui uploader, nos fichiers en commençant par dump. Est-ce qu'il arrive à trouver dans le dump? Trouve virus total. Donc là on a notre mime. Et le chat, il connaît bien tout ça. Il y a quelque chose de bizarre, c'est sûr. Hmm. Quel est le bon? Ça, je ouais. Là, ils l'ont flagué bien. Et donc, on voit. C'est un Troyen. Ok. Série Win32, qui est la plus commune. Et, et Kridex. Ok. Où j'ai galéré pour la dernière. Il y avait tellement de choix. Voilà. Donc, si vous voulez en connaître plus, allez voir OTX. On fera un module sur OTX, c'est l'Open Threat Exchange, ok? C'est ce qu'on appelle le Threat Intelligence, ok? Connaître les menaces, les répertorier, et on a un vault, on a une banque, une base de données de malware, ok? Et les sociétés, bah, d'antivirus, et pas que, s'échangent les travails. Donc on voit les derniers logiciels malveillants, comment les combattre et comment les analyser. Ensuite, vous avez Sens, ok, parmi les meilleurs en analyse forensique et pas que. Allez sur leur site, vous avez plein de formations payantes, d'autres gratuites, et ce sont parmi les meilleurs au monde, ok. Ils forment notamment certaines personnes à la NSA et autres. Donc le top du top travaille pour le gouvernement américain. On fera des petits cas d'études, on ira voir, hein. Par exemple sur leur blog, vous allez voir que il y a plein de petits trucs sympas, ok? Ils vous forment. Donc, il y a deux certifications pour le forensic. Il y a le FOR 500 et le 508. Et bah, c'est très, très recherché, ok? Et ça coûte extrêmement cher, les formations. Bah voilà, si vous voulez creuser, un excellent bouquin, L'art de la criminalistique de la mémoire, ok? The Art of Memory Forensic. Voilà.
On ira se faire plein de machines à MLAT. Vous inquiétez pas, c'est que le début d'une longue série. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.